on a une petite partie qui s'appelle le SAR. Okay. C'est le système d'activation réticulaire. Okay. Pour moi, la loi de l'attraction, ça fonctionne, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou pas. Renseignez-vous, soyez curieux en fait. Et plus on va avoir de résultats, non seulement parce que tu vas avoir l'effet plutôt que subir, rends-toi acteur. Quand on va prendre quelque chose et qu'on va le lâcher, on sait que ça va tomber par terre. Cours après le bonheur et si jamais ils ont un moment de down, ils sont pas OK avec ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1% de plus et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Irina. Merci à toi d'être présente sur ce podcast. Sans plus tarder, je vais te laisser te présenter directement et présenter un petit peu ce que tu fais, ton parcours, ce que tu proposes aujourd'hui. Ok, donc moi c'est Irina, sur Instagram irina.smb et je suis neurothérapeute. Donc qu'est-ce que c'est être neurothérapeute? C'est en fait j'ai suivi une formation en coaching de vie et je me suis spécialisée dans les neurosciences parce que j'avais vraiment envie d'apprendre comment notre cerveau fonctionne et comment l'utiliser à bon escient. Donc, voilà, j'ai cette spécialisation-là qui me donne ce titre de neurothérapeute. Et à côté de ça, j'aide aussi les entrepreneurs à développer leur activité, leur business. Et à côté de ça, en parallèle de toutes ces activités, j'ai aussi un secteur que j'aime beaucoup qui est la manifestation, que j'allie et que j'associe bien évidemment avec les neurosciences. Et je trouve que le mix des deux est pas encore assez répandu aujourd'hui. Et c'est justement tout ce que j'aime et ce dont on va parler peut-être aujourd'hui. Oui, bien sûr. Du coup, j'ai déjà deux questions qui me viennent. La première, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est, vulgariser les neurosciences? Comment tu le décrirais à quelqu'un qui ne connaît, qui sait pas du tout ce que c'est? Donc les neurosciences, c'est pour le vulgariser, c'est étudier le système nerveux et le système nerveux, c'est ce qui va réguler un peu l'équilibre du corps. Ce que j'aime beaucoup avec le système nerveux et les neurosciences, c'est de pouvoir comprendre la puissance de notre cerveau, parce que je trouve qu'on a une machine exactement révolutionnaire dans la tête qui est absolument dingue. Et le fait de comprendre certaines façons et modes de fonctionnement du cerveau, ça permet de travailler sur nous-mêmes, d'être peut-être parfois plus productif, plus performant, etc. Et de comprendre scientifiquement exactement ce qui se passe en nous. Ok. Et du coup, comment tu arrives à allier dans ton activité le côté scientifique des choses avec le côté manifestation qui est un peu plus, les gens le disent comme ça, mais perché, entre guillemets, en tout cas un peu plus abstrait, dit de manière plus diplomate. Moi, je trouve pas ça du tout perché parce que j'adore ça. Et je manifeste beaucoup et j'y crois beaucoup. Mais je sais que ça peut donner cette image-là de quelque chose d'un peu abstrait pour beaucoup. Comment tu arrives à allier d'un côté la science et de l'autre côté le côté plus abstrait de la manifestation? Tout simplement parce que la loi de l'attraction, avant de parler de manifestation, on va vraiment parler de loi de l'attraction. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est perché ou trop ésotérique. Et du coup, moi, je me retrouvais pas non plus dans ce côté un peu flou, un peu abstrait, un peu manifester dans des pièces noires, écrire, faire des rituels de lune, etc. Moi, je me retrouvais pas là-dedans du tout. Et le fait d'associer les deux, ça permet de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui est beaucoup plus pragmatique. Et je pense que ça peut vraiment résonner dans la tête des personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi ils doivent faire telle et telle chose, à quoi ça sert de manifester, pourquoi c'est important de visualiser et qu'est-ce qui va se passer en fait dans le cerveau. Donc toujours revenir à qu'est-ce qui se passe chimiquement, physiologiquement dans mon corps quand je visualise, quand je manifeste et quand je cherche à augmenter mon énergie vibratoire, par exemple. Ouais, et que ce soit pas juste de la manifestation parce qu'on m'a dit que manifester, c'est bien, mais qu'on soit toujours dans la compréhension de quand je fais telle action, qu'est-ce que ça déclenche, en fait, dans notre comportement. Moi, je pense que ce qui est super important pour manifester et pour faire de la manifestation un mode de vie, c'est d'une part de comprendre pourquoi on fait telle chose, mais ensuite de l'intégrer dans des routines quotidiennes. Et c'est parce qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'on fait ci, qu'on va pouvoir vraiment l'intégrer beaucoup plus facilement, parce qu'il n'y aura pas ce truc de c'est ce que je dois faire ou c'est ce qu'on m'a dit de faire, mais de comprendre le pourquoi du comment. Et je pense que ça peut vraiment déclencher sur des très beaux résultats et des très belles manifestations. Ouais, je suis hyper d'accord parce que je me disperse un peu, mais c'est exactement le déclic que j'ai eu pour ma perte de poids. C'est-à-dire que moi, ça fait des années et des années que j'ai envie de perdre du poids et que je commence des régimes, je prends des coachs, je prends des formations et j'y arrive jamais. En fait, c'est pas que j'y arrive jamais, c'est que j'abandonne trop tôt. Enfin, en tout cas, je me laisse pas le temps d'aller au bout.
Mais pour la simple et bonne raison que jusqu'à l'année dernière, du coup, que j'ai vraiment réussi à perdre du poids, j'appliquais ce qu'on me disait de faire. Mais en fait, je ne comprenais rien à ce que je faisais. Ça veut dire qu'on me disait, mange des protéines, ok. Mange des légumes, ok. Mange des glucides, ok. Ah non, mais les glucides, c'est pas bon le soir. Ah mais si, en fait, c'est bon le soir. Et en fait, tu as des discours comme ça de tous les côtés, tu ne comprends rien à ce que tu fais. Donc forcément, tu ne vois pas l'utilité de faire telle ou telle chose. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu le déclic de me dire, ok, j'ai vraiment envie de m'intéresser, aussi grâce à mon chéri, j'avoue, parce que lui, il regarde énormément de contenu sur la muscu, le sport, etc. Mais du coup, à force d'entendre d'une oreille, de pas trop m'y intéresser, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est hyper intéressant de comprendre comment notre corps il fonctionne, notre cerveau déjà, avec tous les neurotransmetteurs, les trucs comme ça. Et au-delà de ça, tout ce qui est l'intestin, enfin voilà, la digestion et tout. Et le fait de m'intéresser aux choses et de comprendre, ok, il faut manger plus de protéines, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça impacte et comment ça va impacter ma journée, ma productivité, mon énergie, etc., etc. Ok, il faut manger des glucides, mais pourquoi c'est important et pourquoi c'est hyper mauvais de complètement les supprimer? Je me suis mise dans le process d'apprentissage continu et le fait de comprendre pourquoi telle ou telle chose, ça avait un impact sur mon corps, et ben c'est ce qui m'a permis de, comment dirais-je, genre j'ai mis plus d'intention dans tout ce que je faisais parce que je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Et faire un truc sans savoir pourquoi, mais pour moi, c'est le premier pas vers l'échec parce qu'en fait, tu peux pas tenir un truc sur le long terme quand il y a un processus comme ça d'effets cumulés et toutes ces choses-là. Tu peux pas tenir un process sur le long terme en étant pas focus sur le résultat mais sur le process sans comprendre le process que tu es en train de mettre en place, tu vois, c'est pas possible. Je pense que tu mets quelque chose en avant qui est important, c'est l'intention. Ouais. Et plus on va être intentionnel dans ce qu'on va faire, et plus on va avoir de résultats. Non seulement parce que tu vas avoir l'effet placebo qui va venir rentrer dedans, dans le sens où, ok, je suis intentionnel, je veux vraiment perdre du poids et je sais pourquoi je mange mes protéines ou pourquoi je prends mes compléments alimentaires, ce que ça va faire sur mon corps. En fait, tu vas déjà avoir l'effet placebo qui existe, qu'on le veuille ou non, l'effet placebo est là. Et autre part, c'est un peu comme si tu envoyais à ton cerveau le signe de « Ok, je prends telle protéine parce que je sais pourquoi c'est bon, ce que ça va apporter à mon corps, ce qui va se passer une fois que j'aurai les protéines. » Et je pense qu'en fait, c'était dans un processus de compréhension et pas de soumission. Et les gens, pourquoi est-ce qu'ils lâchent? Parce qu'en fait, ils n'aiment pas, ils prennent pas de plaisir. Ils subissent, et il n'y a pas de sens, exactement. Donc, plutôt que subir, rends-toi acteur. Et, c'est ça. Et je sais pas moi... Informe-toi sur le sujet. Comme tu as dit, tu étais dans un apprentissage constant et je pense que c'est la meilleure façon pour rester performant et focus sur le process plutôt que les résultats. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, même à mes élèves et à ma communauté sur Insta et tout, c'est genre, renseignez-vous, soyez curieux en fait. Juste faire preuve de curiosité, d'être actif dans sa vie, d'essayer de comprendre plein de choses, d'écouter des podcasts même sur des sujets qui, à la base, vous intéressent pas, mais juste genre, se nourrir en fait, tu vois, genre constamment nourrir son cerveau, se nourrir et ne pas rester sur des idées. Par exemple, s'il y en a qui nous écoutent et qui pensent que la manifestation c'est perché, juste renseignez-vous, testez, écoutez plusieurs points de vue, genre d'Irina, mais de peut-être d'autres personnes aussi, pour essayer de comprendre comment ça impacte votre corps. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne selon toi la manifestation? Alors, je dirais que j'associe toujours la loi de l'attraction à une loi universelle, c'est-à-dire qu'on peut l'assimiler comme à la loi de la gravité, c'est-à-dire que quand on va prendre quelque chose et qu'on va le lâcher, on sait que ça va tomber par terre. On ne remet pas en question le fait que l'objet va tomber par terre. Et pour moi, la loi de l'attraction, ça fonctionne, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou pas. Donc moi, je dis toujours que je pratique la loi de l'attraction depuis 3 ans. Ça veut dire que depuis 3 ans, je m'y suis vraiment intéressée et j'ai été intentionnelle. Mais en vérité, il n'y a pas de on le pratique ou on ne le pratique pas. Oui. C'est malgré nous. Oui, voilà, c'est malgré nous, ça s'impose à nous et c'est quelque chose d'automatique. Maintenant, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Pour moi, la manifestation, c'est simplement que notre réalité va ressembler à ce qu'on va penser. Donc, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qu'on a vécue réellement et ce qu'on imagine. Et donc, si on imagine toujours ce qu'on ne veut pas voir, ce dont on a peur, ce qui nous rend anxieux, ce qui nous fait nous poser 1 milliard de questions, en fait, dans notre réalité, dans ce qu'on va vivre, ça va ressembler à ce qu'on pense, à ce dont on a peur, à ce qu'on veut vraiment pas voir se réaliser. Et donc, c'est quelque chose d'hyper simple, mais je pense que parce que c'est trop simple, les gens ont du mal à comprendre et à percevoir en fait la subtilité qui se cache derrière cette simplicité en fait. En fait, les gens se disent c'est trop beau pour être vrai. Moi, souvent quand j'en parle, c'est ce que les gens me disent non mais si jamais ça existait, ce serait trop beau. Genre en gros, je pense que je vais devenir riche et puis je vais devenir riche. Mais c'est ça le problème et le piège des réseaux sociaux, c'est qu'on te vend le
pense positif et tu vas attirer du positif. Ça serait trop beau pour Il y a être vrai que l'action ça entre soit les si deux. facile. Il y a quelques nuances à faire. Bien sûr que c'est pas de penser qu'on veut une Porsche et on va avoir une Porsche qui va se retrouver dans notre garage comme par magie. Mais c'est faire le pas de penser différemment. Et le simple fait d'avoir des pensées qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont beaucoup plus positives et qui sont beaucoup plus orientées vers ce qu'on veut et pas ce qu'on ne veut pas, bah, c'est là en fait la grande différence, quoi. Ouais, moi, quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait, j'ai vraiment eu ce switch de juste, au quotidien, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce qu'en fait, cette distinction entre quand tu as une situation qui s'impose à toi, tu as deux perceptions, en fait. Soit tu le prends toujours du côté critique, négatif de la chose, mais dans ce cas-là, en fait, tu te tires vers le bas constamment. Parce que tout découle de ça, tu vois, les actions découlent des pensées, etc., etc. Soit tu décides de voir le côté toujours... Enfin, ça fait un peu bisounours, mais tu vois, de toujours relativiser sur des situations. Genre, en gros, je sais pas, demain, je prends l'avion, je loupe mon avion. Bon, bah, ça va me faire chier sur le coup, tu vois, c'est normal. Je vais dire, relou, un autre billet à payer, etc. Mais il y aura forcément quelque chose de positif à tirer de ça, tu vois. Bah, ça se trouve, bah, ça va me laisser le temps de finir de bosser sur un truc pour lequel j'avais pas fini de bosser avant de prendre l'avion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a toujours des situations positives et contredis-moi si je me trompe, mais je pense que avoir aussi, sans tomber dans le truc des bisounours, c'est ok de se plaindre de temps en temps et de pas être tout le temps bien et tout le temps joyeuse, mais je pense que avoir ce recul quand tu as une situation qui s'offre à toi, surtout quand t'as pas le contrôle de la situation, de ruminer et genre juste de se morfondre, je pense que ça n'arrange rien. Alors, être dans le positif tout le temps, c'est pas ce qui va faire que ta vie va être parfaite, mais je pense que dans la manière dont tu vas passer ta journée, ta semaine, ton mois, je pense que micro-action et micro-action, enfin micro-réaction plus micro-réaction, ça joue quand même sur... Bah, je pense que tu as relevé un point important dans le sens où les gens pensent qu'il faut toujours être heureux pour avoir des opportunités, des relations, ils courent après le bonheur et si jamais ils ont un moment de down, bah, ils sont pas OK avec ça, ils ont l'impression que leur manifestation va pas se réaliser ou ils ont l'impression que leur vie, ça va être de la merde. Et en fait, je pense que c'est un peu à nuancer dans le sens où on cherche tous à gérer nos émotions et pour moi, bah, en fait, une émotion n'a pas besoin d'être gérée, elle a simplement besoin d'être vécue. Ouais. Donc, moi, j'aime pas cette positivité toxique qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que du coup, les gens ont toujours ce besoin d'être toujours performants, d'être toujours au top de leur forme, d'être toujours là. Et quand ils ont un moment de down, bah, en fait, tout s'écroule parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont jamais s'en relever. Alors qu'en fait, le but, c'est qu'ils ont peut-être ils ont été traversés par une émotion, j'en sais rien, la peur, la tristesse, la colère, que sais-je. Et à la place de se dire, OK, mon émotion est là, elle va me traverser, ça va prendre le temps que ça doit prendre, et puis après, je vais me remettre en selle, bah, on remet tout en question et on a l'impression qu'en fait, on va jamais se sortir de là parce qu'on a cette idéologie qu'on doit toujours être heureux et que le positif attire le positif et que si jamais je pense négatif une fois, ça annule tous les effets. Et en fait, c'est pas du tout ça. Genre, on est tous des humains et c'est OK d'avoir des moments de down, de vouloir rester dans son lit, de vouloir pleurer, d'avoir peur. Ça fait partie du process, en fait. Complètement. Et est-ce que toi, tu penses, je pense que oui, mais je te pose la question quand même, que tout le monde peut reprogrammer, entre guillemets, son cerveau? Déjà, est-ce que c'est un bon terme à utiliser, reprogrammer son cerveau? Parce qu'on l'utilise beaucoup, hein, reprogramme ton cerveau, hack ton cerveau, enfin, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que déjà, c'est bien d'utiliser ces termes-là dans les neurosciences, la manifestation, etc. Et est-ce que tout le monde, même avec, par exemple, un passé difficile, avec des traumas, etc., est-ce que tout le monde peut réussir à complètement switcher, casser ses croyances, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut quand même partir d'une petite base? Donc non, pour moi, tout le monde peut, sans exception, reprogrammer son cerveau. Donc c'est un bon terme. Hacker son cerveau, c'est un bon terme aussi, un peu plus vulgarisé. Marketing. Oui, et puis oui, marketing surtout. Mais oui, c'est possible et tout le monde peut le faire. Et en fait, je pense qu'il y a une croyance qui date de l'enfance. Je ne sais pas si toi, tu avais déjà entendu, par exemple, quand on te cognait la tête ou quoi, on disait « Ouais, non, me cogne pas la tête, je vais perdre mes neurones. » Mes neurones, ouais, c'est vrai. Et c'était des choses qu'on disait toujours, mais en fait, c'est faux. Les neurones peuvent se recréer, se reconnecter. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la plasticité neuronale. Et ça, c'est une capacité de notre cerveau qui est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas de règles spécifiques pour pouvoir avoir cette plasticité neuronale. En fait, c'est la capacité du cerveau à se remodeler en permanence tout au long de la vie en fonction de différentes situations.
Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on n'est pas censé finir notre vie comme ça. Tu sais, il y a parfois des gens qui disent, mais non, mais de toute façon, je suis comme ça, Oui, je vais mourir comme c'est ça. une Bien souvent, nos fatalité. parents, ils nous Mm. disent, non, mais ça fait 50 ans que je suis comme ça va pas Oui. changer. Bah, si, t'as tort, en fait. Mm. Tu peux changer et tu vas changer avec ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et c'est en fait créer de nouveaux chemins dans ton cerveau. C'est comme si dans ton cerveau, il y avait plein d'autoroutes. Et à force de faire les mêmes actions, d'entretenir les mêmes pensées, bah, tu vas toujours emprunter les mêmes autoroutes. Ouais. Mais si aujourd'hui tu décides de changer de comportement, de changer ta réalité, tu vas créer des nouvelles autoroutes dans ton cerveau. Et c'est en empruntant ces nouvelles autoroutes que tu vas en fait changer qui tu es, changer ton monde extérieur, changer tes opportunités. Et en fait, c'est ça qui, moi, je trouve, est magique. Ouais. Et c'est en fait une explication qui est rationnelle, qui est scientifique, qui est basée sur des études. En fait, c'est pas quelque chose de perché. Ouais, et moi, ouais. c'est ça que j'aime beaucoup avec cette idée de... Aujourd'hui, je peux vraiment affirmer que j'ai changé parce que j'ai créé des nouvelles autoroutes Ouais. dans mon cerveau et qu'à force de les avoir empruntées, bah, c'est devenu ma norme, c'est devenu qui je suis réellement. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, c'est ce que je dis avec moins d'explications scientifiques, du coup. Je suis pas neurothérapeute, mais en tout cas, c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves quand elles me disent oui, mais je suis comme ça. Mais en fait, c'est ton identité actuelle par rapport à ta vie actuelle et tout ce que tu as vécu. Enfin, en gros, c'est un peu le bagage de ton passé. Mais moi, je leur dis tout le temps, rien n'est une fatalité. C'est pas parce que tu es comme ça actuellement que tu vas être comme ça toute ta vie. Et enfin, ça serait beaucoup trop triste en vérité si c'était comme ça. Tu vois, je reparle du côté un petit peu perte de poids, mais genre moi, à l'heure actuelle, j'ai eu toute ma vie une hygiène de vie telle qu'elle était avant, tu vois, donc pas forcément de légumes, pas forcément de protéines, etc., etc. Et en l'espace d'un an où j'ai vraiment mis en place des changements, que j'ai compris ces changements-là, etc., mais c'est devenu ma nouvelle façon de vivre. Et aujourd'hui, je sais que je ne pourrai jamais, jamais, jamais revenir à mon hygiène de vie d'avant, alors que ça fait que 1 an sur 27, bientôt 28, j'ai 28 ans dans 10 jours, mais ça fait 1 an sur 28 que j'ai changé. Et pour autant, ça a complètement changé ma façon de vivre au quotidien. Et je sais que plus jamais, je pourrai revenir à mes 27 ans de vie passée, tu vois. Donc, du coup, je reprends le truc, mais je pense que j'ai créé des nouvelles petites autoroutes dans mon cerveau qui font que ça y est, maintenant, c'est le chemin que j'emprunte et que je vais continuer à en créer au fur et à mesure où je vais évoluer, où je vais découvrir de nouvelles choses. En fait, je pense que c'est un travail où il y a un avant et il y a un après. Et une fois que tu as pris les bons automatismes et que tu as créé ces fameuses nouvelles autoroutes, bah, tu n'as pas envie de revenir en arrière. Et de toute façon, tu ne saurais pas revenir en arrière. En fait, tu ne saurais plus désapprendre ce que tu as appris. Une fois que c'est acquis, c'est là, tu l'as en toi et ça fait partie de ta nouvelle identité. Et c'est vrai que souvent, les gens disent, bah non, je suis comme ça, je pourrais pas changer. Ou alors, on va se cacher derrière une éducation difficile, des parents, un schéma relationnel qui nous a forgés. Mais en fait, on a à tout stade de notre vie, et je pense que même quand on a 65 ans, on peut tout à fait changer et décider de créer quelque chose de différent. Et c'est ça, en fait, la beauté de comprendre son cerveau, c'est de se dire qu'en fait, on a un truc extraordinaire dans la tête et qu'on utilise seulement, je pense, j'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être 5 ou 10% maximum des capacités de notre cerveau. Alors que si on avait un peu une meilleure compréhension de tout ça, en fait, on pourrait être dans un monde beaucoup plus heureux. Et je sais que ça fait très bisounours ce que je dis et beaucoup plus perché, mais en fait, c'est la réalité, quoi. Si les gens arrêtaient de se mettre dans une case et pensent qu'ils peuvent pas changer de cette case et qu'ils s'enferment là-dedans tout seuls, en fait... ça serait ça changerait la vie de plein de gens, de personnes. Totalement. Parce que je me dis, c'est vrai que si tout le monde s'intéressait à notre fonctionnement, mais les gens seraient tellement plus heureux, genre sur tous les points de vue, enfin sur tous les points de la vie. Et tu soulevais le côté un peu difficulté par rapport au changement. Toi qui connais du coup le cerveau, comment t'expliques que les gens aient autant de difficultés à mettre en place de nouvelles habitudes, à mettre en place des changements dans leur vie? Qu'est-ce qui fait que là-dedans, on a du mal à s'ancrer de nouvelles habitudes? Donc en fait, le cerveau est programmé pour te maintenir en survie. C'est-à-dire que sa fonction première, à l'époque des hommes de Cro-Magnon, donc on remonte vraiment à des années, sa fonction première était d'assurer notre survie. Et le cerveau, la survie est égale ce qui est familier. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a du mal à créer de nouvelles habitudes, à tenir nos objectifs, etc. Parce qu'en fait, on va toujours aller vers ce qu'on connaît, vers ce qui est familier, parce que le cerveau aime bien ça. Ce qu'on connaît, ce qui nous est familier, ne veut pas forcément dire que c'est sain pour nous.
On peut être familière avec des environnements toxiques, dans des relations toxiques, dans un mode de vie, comme tu l'as dit, avec une hygiène de vie qui n'est peut-être pas adaptée, qui n'est peut-être pas saine, mais comme c'est ce qu'on connaît, le cerveau a associé ça à « ok, c'est ma zone de confort, c'est la zone où je suis bien, c'est ce qui m'est familier, donc je vais rester là ». Et donc, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à créer de nouvelles habitudes ? Parce qu'en fait, on doit sortir de ce qu'on connaît et aller vers l'inconnu. Et comme le cerveau, sa fonction première est la survie, ce qui est inconnu égale danger. Et donc, il va jamais vouloir aller spontanément et de son plein gré vers ce qu'il ne connaît pas parce que c'est ce qui lui fait peur et c'est ce qu'il essaye de nous éviter, en fait, vu que sa fonction est de nous protéger. Et donc, en fait, ce qui est inconnu est difficile, pas parce que c'est impossible, mais simplement parce que c'est inconnu, parce qu'on ne l'a jamais fait. Et donc, on a l'impression que c'est un truc de fou et qu'on ne va jamais y arriver et qu'on ne va jamais avoir les résultats qu'on veut, mais ce n'est pas ça, en fait. Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, comme quand on a pris la voiture la première fois, on avait peur, on ne savait pas comment mettre ses mains pour rétrograder, où était la pédale, etc., parce que c'était la première fois. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens conduisent et en fait, on le fait de manière totalement automatique. On réfléchit plus à comment est-ce que je mets la première, la deuxième. Et si, comme moi, on roule avec une automatique, on n'a même plus besoin de rétrograder. On doit juste appuyer sur les pédales. Mais on est dans un process complètement... On est absorbé par l'action. On se ne demande pas, est-ce que je vais le faire ? Parce que le cerveau a appris. Et du coup, ce qui était inconnu est devenu sa nouvelle zone de confort. Et c'est de ce dans quoi il va te maintenir. Donc, c'est ça qui explique que les gens ont du mal et je pense que c'est ça qui est important de comprendre le cerveau pour travailler avec lui et pas contre lui. Et pas se dire je ne pourrai jamais, mais comprendre que ok, mon cerveau a une plasticité qui fait que c'est ça, c'est le mot que tu as dit. Une plasticité qui fait que je peux jouer avec lui et je peux l'étendre et je peux lui faire découvrir de nouvelles choses. Faut juste agir, en fait. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont du mal à changer leurs habitudes, parce que c'est aussi ce que je vais transmettre à travers la marque et à travers ce podcast-là, c'est adopte de nouvelles habitudes. Enfin, on va en parler, du coup, ça m'emmène sur une autre question, mais pas à pas. Et pourquoi ça s'appelle 1% de plus ? Parce que moi, je pense, mais tu vas me contredire si je me trompe, qu'on peut difficilement demander au cerveau d'accueillir énormément de changements d'un coup. Je pense que la meilleure manière de changer et d'évoluer, c'est d'inclure une première habitude, un premier changement, d'attendre que cette habitude devienne un petit peu une norme pour nous. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, peu importe, mais en tout cas, voilà, tu me diras si tu as des délais plus scientifiques, entre guillemets, mais ça peut être 1 semaine, 2 semaines. Par exemple, je dis n'importe quoi, les 10 000 pas, tu vois. Tu te dis, OK, je vais commencer à faire 10 000 pas par jour. Tu fais ça 1 semaine, 2 semaines. Dès que ça devient un petit peu une norme pour toi, hop, tu commences à inclure une nouvelle habitude, puis une nouvelle habitude. Je pense, mais dis-moi si je me trompe, que le cerveau, même s'il a une plasticité neuronale, etc., ça peut être compliqué pour lui d'accueillir énormément de changements d'un coup. En termes de discipline aussi, je pense que ça peut être compliqué. En fait, le cerveau, non seulement il aime bien ce qui est confortable, il aime bien ce qui est familier, ce qu'il connaît, mais en plus, il est fainéant. Le cerveau, en fait, il est pas fait pour être productif. C'est pour ça que nous, en tant qu'humains, on peut l'aider, on peut lui donner des coups de main. Et comme tu as dit, et c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut changer sa vie, c'est commence quelque part. Fais un premier pas, mais ne commence pas à t'engager sur plein de voies différentes parce que le fait, par définition, comme tu vas faire quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui te fait peur, ça va te demander de l'énergie. Tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie. Je sais pas, on reprend la voiture. Après 1 heure de conduite, moi j'allais à l'auto-école, après 1 heure de conduite, j'avais mobilisé toutes les facultés de mon cerveau, mon attention, ma concentration. Après ça, j'étais crevée. Donc quand tu vas faire quelque chose de nouveau, que tu vas t'engager sur une nouvelle voie, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, d'attention, de concentration, d'énergie. Donc il faut pas commencer plein de choses à la fois, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'abandonner tout. C'est, oui, OK, intégrer une nouvelle habitude, comme tu as dit. Une fois qu'on voit qu'on le fait de manière inconsciente, que c'est ancré, OK, on ajoute une deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer plusieurs choses à la fois, mais si on veut vraiment créer un nouveau mode de vie... c'est ça, en fait. C'est ça qui va compter, c'est, OK, fais une action, répète-la de manière durable, prolongé dans le temps, et une fois que tu l'auras acquis comme automatisme, alors passe à autre chose. Et en ce moment, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux passer le 75 Hard Challenge. J'allais t'en parler. Et c'est un très bon challenge. Et il y a des personnes qui ont eu de très, très bons résultats, donc ça fonctionne. Mais
Je pense aussi que ça peut tomber dans l'effet pervers de ce Ouais. genre de challenge où on va peut-être culpabiliser parce qu'on va pas tenir nos résultats sur le long terme, parce que ça va pas nous demander de faire que du sport Ouais. ou que faire attention à son alimentation. C'est des nouvelles actions sportives, alimentaires, de concentration, parce que je pense qu'il faut lire un livre ou Ouais, des ouais, podcasts. c'est Ça va mobiliser C'est drastique beaucoup. en fait. Oui. Et du coup, on n'est pas habitué et on va vraiment se mettre dans l'inconfort Ouais. intérieur pour pouvoir tenir ce challenge. Alors, il y en a qui arrivent et franchement, félicitations à vous, c'est très, très bien. Mais je pense que c'est aussi important de relativiser et de se dire que, OK, si on n'y arrive pas, c'est pas grave Ouais. parce que ça nous demande de faire plein de nouvelles choses à la fois et c'est, comme tu as dit, drastique. Et tout ce qui est drastique, c'est n'est pas difficile à sain, ouais. tenir. Moi, je te spoil du coup, mais ce soir, on est le 17 avril, je lance mon propre challenge. En gros, j'ai vu passer le 75 Hard Challenge et sur le coup, moi qui adore me lancer des défis et explorer plein de nouvelles choses, je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai vu les règles, je me suis dit, mais pourtant, moi qui ai actuellement assimilé une bonne hygiène de vie avec de la marche, du sport, des légumes, etc., j'aurais pu le faire, tu vois. Mais en fait, quand j'ai vu les règles, je me suis mis à la place de mon moi de avant ma perte de poids. Et je me suis dit, mais jamais de ma vie, même avec toute la discipline du monde, j'aurais pu tenir un challenge pareil parce que je serais passée du noir au blanc en une nuit. Enfin, en fait, je m'endors, j'ai une hygiène de vie catastrophique. Je me réveille, je dois boire 3 litres d'eau alors que je ne sais pas boire d'eau. Enfin, j'ai du mal à m'hydrater et à boire de l'eau. Je dois aller au sport 2 fois par jour alors que j'y vais pas depuis 10 ans. Je dois marcher 10 000 pas alors que je marche pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouvais que ça allait dans... Enfin, pour moi, c'est assez extrême comme challenge. Et là où c'est très bien s'il y en a qui réussissent, mais là où je trouve ça un peu catastrophique, c'est que je pense que ceux qui réussissent sont un peu des exceptions. En tout cas, je pense que c'est pas une majorité de personnes qui se lancent dans ce challenge-là. Je pense que beaucoup abandonnent en route et du coup, je pense que ça fait l'effet complètement contraire, c'est-à-dire que tu te lances à la base dans ce challenge pour te prouver que tu es capable, que tu peux changer. Et en fait, c'est tellement extrême et le cerveau, encore une fois, a tellement du mal à encaisser tous ces changements hyper drastiques du jour au lendemain que ça te renvoie juste en pleine face que, grosso modo, t'es une merde, que en fait, t'y arrives pas, que t'es pas discipliné, alors qu'en fait, je pense que 98% des gens manqueraient certainement de discipline face à des changements aussi drastiques et aussi soudains, tu vois. Et du coup, moi, ce soir, je lance le 1% challenge. On est toujours dans la vibe du 1%, où je vais apprendre aux gens à évoluer en 90 jours. Mais vraiment, genre en gros, pendant 2 semaines, les personnes doivent marcher 8000 pas, intégrer des légumes, boire de l'eau. Tu vois, c'est pas des changements trop conséquents, c'est des petits changements, mais déjà, faites ça pendant 2 semaines. 2 semaines suivantes, on intègre une consommation un peu plus élevée de protéines. 2 semaines après, on intègre le sport 3 fois par semaine. 2 semaines après, et tu vois, et 2 semaines, 2 semaines. Et en fait, en 90 jours, théoriquement, quand tu arrives à la fin des 90 jours, t'es passé de quelqu'un qui peut-être boit pas assez, marche pas, fait pas de sport, mange pas de légumes, à quelqu'un qui a une hygiène de vie hyper saine, entre guillemets, et surtout durable. Tu vois, j'ai pas envie que les gens fassent un régime, j'ai pas envie que les gens se mettent dans quelque chose qui vont tenir 90 jours et qui vont complètement lâcher dès que le challenge est fini. J'ai vraiment envie de changer leur mode de vie pour qu'ils puissent après le pérenniser et continuer d'évoluer de leur côté en toute autonomie, tu vois. Et j'allais te parler justement du 75 Hard Challenge vu qu'on parlait, tu sais, des changements d'habitude, mais après c'est que mon avis et tant mieux s'il y en a qui le tiennent jusqu'au bout. Mais moi je trouve que en termes d'estime de soi et de confiance en soi, ça peut être catastrophique pour les gens parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas le tenir. Et ça te renvoie juste en pleine face que genre, t'arrives à rien, tu vois. Bien. Oui, comme tu as dit, tant mieux s'il y en a qui y arrivent. Et franchement, c'est félicitations à ces personnes-là parce que c'est hyper hard, comme son nom l'indique. Que ce soit même au niveau des changements dans le corps, au niveau énergie aussi. Enfin, voilà, pour moi, je trouve que c'est à double tranchant. Ouais. Soit tu t'y tiens, tu as les résultats et tu vas vraiment pouvoir être fier de toi et tu vas vraiment être propulsé d'un point de vue estime, d'un point de vue confiance en toi. Tu vas avoir créé des nouveaux chemins parce que si tu as tenu les 6 actions, je pense les 5-6 actions à faire pendant 75 jours, tu vas vraiment avoir créé une nouvelle identité. Donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, je pense qu'il y a plutôt des exceptions qui vont y arriver que des personnes qui vont vraiment se maintenir. Il y en a certainement qui vont arrêter en cours de route. Il y en a certainement qui vont lâcher 1 ou 2 actions par jour. C'est ça. Et peut-être que l'effet pervers, c'est de se dire, en fait, j'y arrive pas.
c'est pas pour moi, j'ai pas assez de discipline, j'arrive jamais à rien et venir encore plus ébranler la confiance et l'estime de soi, quoi. Donc Ah, mais oui. oui, effectivement, il faut faire attention et je pense qu'en fait, on n'est pas assez informé de pourquoi on fait telle action. Et je reviens à ce qu'on disait au début, c'est pourquoi est-ce que tu vas faire telle action? Pourquoi est-ce que tu vas devoir boire 3 litres d'eau? Pourquoi est-ce qu'on te demande de bouger ton corps? Et ça va remettre en fait plus de sens dans les actions qu'on va faire et peut-être qu'elles pourraient peut-être plus tenir sur la longueur que juste faire un challenge brut, vide de sens qui va te permettre d'être mieux dans ta peau, mieux dans ton corps et perdre du poids. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me challenge et qui me permet peut-être de tenir. Le fait de vouloir atteindre une destination finale ne te permet pas toujours d'y accéder. Ouais, quoi. C'est trop... c'est vrai que, et ça, c'est pareil dans le business, mais tu vois, les gens qui sont hyper focus, chiffre d'affaires, résultat, chiffre d'affaires, résultat, mais en fait, moi, je le vois avec mes élèves. Il y en a qui ont du mal à garder une certaine discipline parce qu'elles sont tellement focus sur le résultat que lorsque elles commencent à prospecter, par exemple, je dis n'importe quoi, et qu'au bout d'une semaine, elles n'ont pas de résultat, « Ah, mais je comprends pas, j'ai pas de résultat. » Mais tout ne vient pas rapidement comme ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'apprécier ce que tu es en train de faire et l'évolution que tu es en train de mettre en place. Parce que comme tout ne vient pas rapidement, encore une fois, c'est comme la perte de poids, tu vas pas avoir des abdos au bout de 2 semaines que tu vas à la salle, tu vois. Donc, si tu n'apprends pas à apprécier ce que tu es en train de construire petit à petit, ton évolution, tes découvertes, tes explorations, etc., mais tu peux pas tenir parce que le résultat, souvent, il est long à arriver. Et au bout d'un moment, c'est normal et c'est humain, je pense, de se lever le matin en n'ayant plus envie quand on voit qu'on fait plein de choses et qu'on n'obtient rien, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que quand elles prennent une formation, ou même la tienne peut-être, je sais pas, mais normalement, quand elles prennent une formation et qu'elles se forment, elles ont la motivation, tu vois, de la formation, de la découverte, etc. Et quand la formation s'arrête et que là, on rentre sur le terrain, je pense que c'est la période la plus compliquée pour n'importe quel entrepreneur parce que tu te retrouves dans cette période un peu de creux et de vide où tu es entre la formation, ça y est, tu as fini de te former, donc tu es censé être opérationnel, mais tu n'as pas encore de résultats parce que tu n'as pas encore de clients, tu ne rentres pas encore de chiffre d'affaires. Et du coup, tu te retrouves vraiment dans cette période de creux où c'est là où tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts pour peut-être aucun résultat pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, peut-être 4 mois. Et après, ça va tomber parce que moi, je pars du principe que c'est des graines que tu sèmes et que, arrivé à un moment, il y a un effet cumulé qui fait que tu obtiens les résultats de tout le travail que tu as effectué. Mais cette période-là, en termes de discipline, elle est dure à tenir, tu vois, pour les gens. En fait, je pense qu'avec, parce qu'on en parle avec le 75 Art Challenge, on va maintenir les résultats, on va avoir notre objectif qui va être atteint et en fait, ça veut dire qu'on va devoir tout lâcher. Et je pense que c'est une mauvaise idée et en fait, on est dans une société et les réseaux sociaux influencent fortement là-dedans, dans une société de surproduction, on fournit beaucoup d'efforts et puis après, on a atteint notre objectif et on lâche. Et en fait, c'est là l'erreur et qui va parfois poser plus de problèmes, faire plus de mal que de bien, c'est que on va faire beaucoup d'efforts en peu de temps, on va avoir des résultats, on va arrêter. Et c'est là, en fait, que ça pose problème. C'est que les efforts, en fait, il faut les faire tout au long de la vie. Je veux dire, comme tu as dit, maintenant, tu as appris à acquérir une hygiène de vie qui est beaucoup plus saine. Tu vas pas arrêter. Mais non. C'est pas parce que tu as atteint le poids idéal que tu t'étais fixé. Par exemple, c'est pas parce que tu décides de perdre 10 kilos, tu atteins tes moins 10 kilos, t'arrêtes. Non. Oui. C'est pareil quand tu vas à la salle de sport. Oui, t'as pas des abdos en 2 semaines, mais une fois que tu y vas, tu vas après 3 mois, tu atteins le corps que tu veux, tu dois continuer. Tu dois entretenir ces choses-là. C'est quelque chose qui est hyper fragile, précieux, et c'est toi qui en es le gardien. Et je pense que ça, les gens ont oublié. Et plus tu vas t'épuiser dans les efforts, plus ça va être fastidieux pour toi. Plus tu risques de lâcher parce qu'une fois que tu auras atteint ton objectif, tu vas dire « Ok, c'est bon, maintenant j'arrête tout. » Et en fait, c'est là qu'on se crache. Oui, complètement. Et du coup, pour parler un petit peu du sommeil, c'est quand même le pilier de la marque, comment tu pourrais expliquer aux gens, parce qu'en fait, il y a tellement de discours sur le fait que le sommeil, c'est important. Je pense que les gens savent que le sommeil, c'est important, mais ils ont du mal à... J'ai l'impression que les gens ont du mal à l'appliquer réellement dans la vie de tous les jours. Ils savent que c'est pour moi, d'ailleurs, le premier pilier. Je pense qu'il y a le sommeil en tout premier. Ensuite, l'alimentation, le sport, tu vois, dans le podium, entre guillemets, du bien-être. Mais les gens le savent et pourtant, ils ont du mal à en faire une priorité ultime, comme si c'était un peu... et en fait, je le dis parce que j'ai été aussi dans ce cas-là et j'avoue que des fois, je retombe dans mes travers. Mais
comme si c'était un peu une option ou quelque chose qu'on pouvait sacrifier, tu vois, au détriment de la productivité, le travail, etc., etc. Comment tu pourrais expliquer aux gens l'importance, toi qui connais le fonctionnement du cerveau, etc., etc., du sommeil et d'un bon sommeil? Mais en fait, je pense que les gens vont toujours faire passer le sommeil après tout parce qu'on tombe dans ce qu'on appelle, par exemple, voilà, j'ai travaillé toute la journée, je suis allée chercher les enfants à l'école ou j'ai fait les courses, j'ai travaillé, je termine ma journée, il est 20h30, 21h, je peux enfin profiter. Et des fois, les journées des personnes commencent à 21h, elles se disent, en fait, je vais renier sur mon sommeil parce que si je vais dormir à 22h, en fait, j'ai pas eu assez de temps libre, j'ai l'impression de pas avoir profité de ma vie et du coup, je vais pas me sentir bien. Et donc, ce qui se fait qu'il y a des personnes qui vont dormir à des minuit, 1h, ils auront regardé un film, 2 films, ils auront scrollé sur leur téléphone parce que ils vont aller retrouver du plaisir immédiat dans le fait de regarder une série, dans le fait d'aller scroller sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils prennent du temps pour eux. Alors que c'est tout l'effet inverse, en fait. Et moi, par exemple, je vais dormir à 22h, 22h30 maximum, parce que j'ai compris aussi à quoi servait le sommeil. Et comment est-ce que j'explique ça à des personnes? C'est tout simplement que le sommeil, il y a une fonction vitale, voire importante. C'est que pendant la nuit, le cerveau va en fait consolider tout ce qu'il aura vu, tout ce qu'il aura appris, tout ce qu'il aura entendu durant la journée. Donc pendant la nuit, il va trier les informations, il va les sélectionner, il va en dégager certaines, il va en mettre en avant certaines autres. Et en fait, la nuit sert à ça, sert à, d'une part, réguler son système nerveux, donc faire un peu un reset. Parce que moi, comme je dis toujours, chaque réveil est une nouvelle page, est une nouvelle journée à créer, en fait. Ce n'est pas forcément la suite de la journée d'hier, c'est toi qui décides que ta journée sera comme une page blanche que tu vas écrire. Et en fait, c'est à ça que sert le sommeil. Il y a vraiment une fonction vitale où le cerveau va aller consolider toutes les informations qu'il aura reçues, trier les informations qu'il aura reçues, créer des souvenirs, etc. Donc, c'est un peu comme s'il allait travailler, se mettre en place pour que le lendemain matin, tu sois la meilleure. Il va réguler tes hormones, etc. Donc, c'est ça, en fait, qui est important dans le sommeil et que les gens oublient bien souvent. Et du coup, ils vont renier sur les heures de sommeil parce qu'on se dit quoi? Oui, mais j'ai pas trop besoin d'heures de sommeil ou si je vais dormir, je vais perdre du temps de qualité avec moi-même, etc. Et en fait, c'est là toute l'erreur, quoi. Ok. Et toi, ce serait quoi tes conseils? Du coup, toi, tu as un bon sommeil? Ça dépend. Je suis pas exemptée. Je sais que c'est important, je sais que ça sert, mais je suis pas exemptée. J'ai des périodes où j'ai beaucoup plus de mal à m'endormir. Là, pour le moment, c'est ce qui m'arrive. Non, je m'endors, donc je vais toujours au lit 22h, 22h30, c'est mon maximum. Je m'endors assez rapidement, mais j'ai un sommeil assez agité. Okay. Alors moi, je sais directement identifier ce qui se passe. Je sais que je vais déménager dans 15 jours, donc ça cogite. J'ai lancé une nouvelle offre, donc ça m'a demandé beaucoup de boulot, donc ça cogite. Et j'ai fait ce qu'on appelle... J'ai travaillé ma journée et puis j'arrête de travailler, par exemple, à 21h30. Je vais me brosser les dents, je vais me laver, je vais me mettre en pyjama et puis je vais dans mon lit. Et du coup, j'ai pas eu cette petite période tampon de rien, de vide, parce que je suis trop fatiguée pour lire un livre. J'ai envie d'aller tout de suite dans mon lit, mais mon cerveau est encore trop actif. Okay. Et du coup, ce qui fait que pendant la nuit, je fais des rêves ultra présents. Des trucs que j'ai vus pendant la journée où je vois des gens que j'avais plus pensé à eux depuis 25 ans. Enfin, c'est des trucs de fou, mais je dirais que vraiment pour avoir un bon sommeil et passer une bonne nuit, ma base et ce qui fonctionne habituellement pour moi quand je suis pas dans des périodes de stress comme je le suis aujourd'hui avec mon déménagement et la sortie de mon nouveau programme, c'est déjà de couper les réseaux. Je sais que c'est bête, mais c'est là, c'est réel. C'est de couper les écrans, les réseaux sociaux, de pas en fait donner à ton cerveau des choses inutiles, scroller sur des vidéos, sur TikTok, sur Instagram, avec des choses qui ne nous servent pas. Donc voilà, les réseaux, c'est de se prendre un break, donc pas faire comme moi, d'arrêter de travailler à 21h30 et d'aller au lit à 22h, parce que sinon mon cerveau est encore en train, en phase bêta. Oui, il ne rentre pas dans la période de sommeil profond, donc il faut lui laisser un temps pour se tempérer. Et je dirais, ce qui va être important, c'est de préparer un peu... préparer le sommeil, faire des activités beaucoup plus chill, faire attention à son alimentation aussi, parce que ce qu'on va manger va peut-être aussi nous donner beaucoup plus d'énergie qu'on va avoir du mal à assimiler. Du coup, c'est ce qui va retarder notre phase de sommeil. Donc, il y a pas mal de petits tips à avoir. Maintenant, je dirais que la plus connue, c'est forcément les réseaux sociaux.
c'est de couper ce truc-là devant nos yeux qui va en fait travailler, même sur notre inconscient, sans qu'on s'en rende compte, ça va venir travailler, quoi. Ouais. Tu vois, il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, comme quoi moi aussi je fais encore ces erreurs-là, je me sentais hyper fatiguée, mais vraiment explosée de fatigue. Tu sais, je me suis dit, je vais me mettre dans mon lit, je vais m'écrouler, tu vois, je vais m'écrouler. Et j'ai fait l'erreur parce que j'avoue que ça, c'est un tort que j'ai beaucoup de mal à le retirer. C'est vraiment genre mon petit moment de scrollage avant de dormir. En fait, limite, des fois, ça m'endort et plusieurs fois, mon chéri m'a retrouvée, genre, en fait, il entend un TikTok qui se replay, tu vois, genre, 1 fois, 2 fois, 3 fois et tout. En fait, il me regarde et je suis genre comme ça. Et en fait, le TikTok est en train de... Je me suis endormie sur mon téléphone, tu vois. Je pense que c'est la pire chose à faire, de vraiment s'endormir sur... Genre, ça veut dire que la dernière chose que mon cerveau voit avant que je ferme les yeux, c'est vraiment un TikTok qui est en train de défiler en boucle sur mon téléphone. Et du coup, à ce moment-là, bon, il m'enlève mon téléphone et tout, mais il y a 3 jours, je vais me coucher hyper fatiguée et je me mets du coup à scroller, mais tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais regarder 2-3 TikTok. Ça a duré pendant 3 heures. Je n'ai plus dormi, comme si ça avait... Et en fait, ça me faisait une sensation bizarre de... d'un côté, je me sens hyper fatiguée. D'un autre côté, c'est comme si je ne pouvais plus dormir, comme si mon cerveau était paralysé par, je sais pas, la lumière bleue ou que sais-je, tu vois, qui fait que j'étais complètement éveillée et limite, j'aurais pu réouvrir mon ordi et me remettre à bosser, alors qu'à la base, j'étais vraiment morte de fatigue, tu vois. Comment t'expliques Ton cerveau va produire avant de t'endormir. C'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une phase qui va préparer le sommeil. Ton cerveau va sécréter beaucoup plus de mélatonine. Et du coup, le fait d'avoir des écrans et le fait d'activer ton cerveau parce que tu vas avoir des vidéos, ça va en fait casser cette sécrétion de mélatonine qui va repousser le sommeil. Et dans ce que tu dis, et c'est commun chez pas mal de personnes, c'est qu'en fait, à force de regarder des vidéos, tu vas vraiment venir sécréter de la dopamine. Ouais. Et c'est ça, en fait, avec TikTok, c'est que tout est fait pour nous garder captivés par les vidéos. Et en fait, à chaque fois, dans ton cerveau, tu vas faire en fait des shoots d'adrénaline. Mais l'adrénaline, la dopamine, c'est ce qui va en fait te maintenir éveillé parce que ça va activer certaines régions de ton cerveau. Et comme la dopamine, c'est quelque chose qui est addictif, tu vas vouloir encore voir, et encore voir, et encore voir, et tu tombes dans l'effet pervers où tu te retrouves à scroller pendant 3 heures ou tu vas couper, mais tu n'arriveras pas à dormir parce qu'en fait, ton cerveau aura été excité par la sécrétion de dopamine qui aura activé certaines régions qui, à la base, on allait aller dormir, tout allait bien, et en fait, on est venu réveiller tout ça. Donc, il y a ce truc de... Je dis vraiment, comprendre le cerveau, c'est comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, se rendre compte que la nature est super bien faite et que le corps régit. Voilà, quand il commence à faire sombre, le corps comprend que c'est la nuit. Et donc, il va commencer à sécréter plus de mélatonine. Donc, allons dormir, en fait. C'est ça. Suivons le rythme, arrêtons de chercher des trucs difficiles et arrêtons de se compliquer la vie. Le corps est super bien fait, mais non, en fait, on va lui donner, comme tu as dit, la lumière, de l'excitation et c'est ce qui explique qu'en fait, après, on n'arrive plus à dormir ou qu'on se réveille et on est complètement crevé. Tout à un moment, moi, c'est vrai aussi, je l'ai fait et je ne suis pas en mode moralisatrice. Je l'ai fait et puis après, je me suis dit, non, ça ne peut plus continuer, mais c'est... OK, donne-toi ce que tu as besoin et arrête de rogner sur tes heures de sommeil. Quoi. Ouais. Et c'est pareil, la lumière bleue, pourquoi c'est hyper mauvais? Parce que tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble qu'en gros, ça casse ton cycle circadien dans la mesure où ça fait croire à ton cerveau que c'est encore le jour. C'est ça. Et que du coup, c'est pas l'heure de dormir. Et donc, il va justement moins sécréter de mélatonine, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un conseil, il me semble, qui est très bien à appliquer. C'est le matin, quand tu te réveilles, d'aller prendre l'air, en tout cas, d'ouvrir ta fenêtre, d'ouvrir tes volets, de pas rester dans le noir parce que c'est ce qui permet de montrer à ton cycle circadien que ça y est, c'est le jour et que là, du coup, faut se mettre en mode... C'est un peu comme si on avait des modes, en fait, mode jour, mode nuit. Et du coup, oui, prendre l'air, ouvrir sa fenêtre, mettre sa face littéralement à la lumière du jour, je crois que c'est un bon conseil aussi à donner. Mais oui, et c'est ce que je disais, en fait, on est très bien fait, l'être humain est très bien fait,
Et on a ces modes, et effectivement, bah oui, le rythme circadien est challengé quand on va regarder de la lumière bleue, et au même titre que quand on reste dans son lit à scroller avec les volets ou les rideaux fermés, bah en fait, le corps ne se rend pas compte qu'on est le jour. En même temps, on regarde son téléphone avec de la lumière bleue, et donc on se reprend ces shots de dopamine. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça qui nous déstabilise et qui vient fortement impacter nos performances et notre productivité. Et qu'en fait, on commence des journées, bah, en fait, on est déjà crevé et on en a envie de rien. Mais c'est sûr. Et on rentre dans un cercle vicieux. Pour finir sur toi, qu'est-ce qui te challenge en ce moment, tu dirais, toi, par rapport à tout ce qu'on a abordé, que ce soit le sommeil, bah, tu en as un petit peu parlé, ton déménagement, ta nouvelle offre, etc., mais que ce soit les neurosciences, ton sommeil, la manifestation. Qu'est-ce qui te challenge et comment, avec tout ton bagage, tu arrives à passer au-dessus et à continuer de produire, d'avancer, etc. Bah, je dirais que justement, ce qui me challenge, c'est que je suis pas mal éparpillée en ce moment du fait que je suis toujours dans mes valises, que je suis entre Paris et Liège. Donc, j'ai pas mal d'idées aussi, de choses que j'ai envie de développer. J'ai ce truc où je me dis, il faut que je le fasse vite, 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 et il faut que ça sorte le plus rapidement possible. Donc, je dirais que ce qui me challenge aujourd'hui, c'est que je suis assez éparpillée dans le sens où j'ai plein d'idées, plein de choses à faire, et du coup, je donne mon énergie un peu à tous ces projets-là. Et ce que j'essaie vraiment de faire aujourd'hui, c'est vraiment de me recentrer, d'être dans le moment présent, en fait. De me dire, OK, bah là, ce qui est important pour moi, c'est mon déménagement, c'est mon réemménagement à Liège, c'est le fait de me refaire un cocon, de me refaire en fait un environnement dans lequel je me sens bien, je me sens productive. Et c'est ça qui va me permettre d'être performante sur du long terme et de pas aller sur des petits pics de one-shot où je travaille à fond, où je dors pas, ou peu, et finalement c'est comme ça que je m'épuise, mais c'est plutôt de travailler avec moi-même et à la place d'être éparpillée, de me dire ok, il faut que je fasse tout vite, c'est de prioriser, mais surtout de faire attention à mon état intérieur, à mon état interne, et ne pas rogner sur des moments de qualité avec moi-même, mon sommeil, mon alimentation, mon style de vie. Parce que quand on a beaucoup de projets, qui dit beaucoup de projets dit beaucoup de travail, dit rythme de vie un peu aléatoire, où on mange pas très bien, où on mange pas beaucoup, où on mange pas du tout. Et donc, j'essaie vraiment de refaire attention à moi en restant dans le moment présent et en n'essayant pas d'être partout, parce que être partout, c'est être nulle part. Nulle part, ouais, tout à fait. Et juste, je voulais revenir sur un truc, parce que ça m'intéresse. Tu parlais au tout début de l'effet placebo. Comment t'expliques ça, que le cerveau, il fasse pas... parce que c'est très connu, qu'en gros, le cerveau fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, etc. Comment t'expliques cet effet placebo ? Écoute, tu me poses un peu une bonne question qui est super technique, dans le sens où, oui, l'effet placebo fonctionne, parce que ça va relever aussi de l'intention. Quand on a l'impression par exemple, quand on a mal à la tête, qu'on va prendre un Doliprane ou un autre médicament... il y a ce truc de, OK, je vais prendre un Doliprane parce que je sais que ça va soulager ma douleur. J'ai fait une action pour... En fait, on comprend le cycle de l'action. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de comprendre, comme tu l'as dit, pourquoi est-ce qu'on mange des protéines. Parce que je mange des protéines, ça va faire ça à mon corps, ça va être positif pour mon corps. Je vais dormir, je sais que quand je vais dormir, il se passe ça dans mon cerveau. Ça va m'amener à ça comme résultat, comme avantage. Et en fait, c'est ça, en fait, l'effet placebo, c'est d'anticiper l'action, la réaction, et du coup, le cerveau va produire les mêmes effets que si, en fait, tu avais vraiment fait l'action en tant que telle. Non, mais c'est hyper intéressant. Maintenant, vraiment rentrer dans le détail, je saurais pas te le dire là comme ça, mais c'est, en fait, encore une fois, tout est question d'intention et de pensée. En fait, notre pensée, c'est le point de départ de tout. Si tu penses que tu vas prendre un médicament qui va te faire du bien, forcément, tu vas être dans une pensée qui va être orientée vers un truc qui va te faire du bien, et ça va agir sur ton corps. Alors bon, ça fonctionne pas à chaque fois, on est d'accord, mais dans la plupart des cas, oui, cet effet placebo a un réel impact et un réel effet. Non, mais c'est exactement la réponse que j'attendais. J'attendais pas quelque chose de plus scientifique, t'inquiète. C'était vraiment expliquer aux gens à quel point la pensée, elle est maître. Et tu vois, maîtresse, pardon. C'est comme le fameux truc de... si là, je te dis oui, combien t'as vu de voitures bleues en venant, tu vois, tu serais incapable de me le dire. Par contre, si tu te concentres pour les voir, tu vas voir que ça. Ou tu vois, les femmes qui veulent tomber enceintes, par exemple, et qui galèrent, elles vont se mettre à avoir des femmes enceintes partout, alors qu'avant, on les calculait pas, tu vois. Il y a une explication, en fait. Ah, ok. C'est en fait, quand tu parles de ça, le fait de voir toujours la même voiture ou de voir les mêmes paires de chaussures,
En fait, c'est simplement que dans le cerveau, on a une petite partie qui s'appelle le SAR. Ok. C'est le système d'activation réticulaire, Ok. qui est comme un filtre intelligent qui va trier les informations. Parce que, on le sait, le cerveau emmagasine des millions d'informations, que ce soit des bruits, des images, des sons, enfin peu importe. Il y a 1 million d'informations à la minute, entre guillemets. Et donc, le SAR va servir de filtre intelligent pour trier ce qui est important ou pas pour toi. Et Ok. donc, quand tu vas acheter une nouvelle voiture et que tu dis je ne l'ai jamais vue nulle part et maintenant que je l'ai achetée, je la Ouais, vois partout, c'est parce qu'en fait, ton SAR a eu cette information de cette voiture, j'en sais rien, tu achètes une Mini, tu vas voir l'information qui va arriver dans ce filtre et du coup, il va filtrer toutes les informations autour de lui dans le monde extérieur Ok. qui ressemble à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on explique la manifestation et les neurosciences par le fait qu'en fait, plus tu vas entraîner ton SAR, ton filtre, à voir ce que tu veux Oui. et pas ce que tu ne veux pas, que tu vas en fait t'attirer des opportunités, des relations, de l'abondance, etc. Parce qu'en fait, c'est hyper simple, encore Ouais. une fois, c'est montre-lui ce que tu veux voir, Ouais. en fait. C'est ça. Concentre-toi sur tes objectifs, C'est ça. et des pensées qui t'élèvent plutôt que Ouais. des pensées qui te rabaissent, et ton filtre va être vraiment focus sur ça plutôt que sur toute autre chose qui, lui, aurait décidé que c'est ça qui est important Ouais. pour toi, quoi. Trop bien. Écoute, il n'y avait pas meilleure manière de terminer. Est-ce que tu peux rapidement parler de ce que tu proposes, de où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il y a des gens qui sont intéressés par tes programmes, le fait de te suivre, d'échanger avec toi? Oui, donc moi, je suis surtout active sur Instagram. J'ai également un podcast qui s'appelle le Self Care Talk, que j'ai lancé depuis 1 an, et c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce que c'est un format beaucoup plus long. Donc, je Ouais. peux aussi parler parce que j'aime Ouais. beaucoup parler. Et donc, voilà, je pense que le plus important, c'est de retenir que oui, je suis active sur Instagram et qu'on peut me contacter là. Et moi, je propose différents types, que ce soit des programmes en ligne ou de l'accompagnement personnalisé et individuel, qui là vont vraiment permettre de plus grosses transformations. Et puis, voilà, j'ai plein d'autres projets, comme je Ok, l'ai dit. ouais. Euh, Faut la donc je- suivre, du coup. Voilà, Allez il la faut me suivre. suivre. Et du coup, je ne sais pas encore vraiment la direction que je vais donner à mon activité, mais Ok. en tout cas, j'aime beaucoup interagir en physique, en présentiel ou en accompagnement individuel. Et toi, tu aides les gens à faire quoi? Enfin, c'est quoi ta cible? Bien, du coup, ma cible, c'est les femmes qui veulent rechercher un épanouissement personnel, donc qui sont soit en reconversion pro et qui ont besoin de retrouver plus de sens, qui ont vécu une rupture difficile et qui veulent se relever. Je dirais que c'est surtout permettre aux femmes de se réconcilier avec elles-mêmes, de se rendre compte qu'elles sont la personne la plus importante de leur vie. Et c'est en prenant conscience et en se réconciliant avec qui on est qu'on va ouvrir d'autres portes, attirer tout ce qu'on a envie d'attirer, que ça soit pro, perso, relation. C'est vraiment, oui, reconnecter les femmes et réconcilier les femmes avec qui elles sont. Si je devais dire un petit résumé de tout ça. Trop beau, parfait. Bah, écoutez, allez suivre Irina sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai les liens. Tu m'enverras le lien de ton podcast Oui, et le Insta, je tout à l'ai fait. du coup. Donc, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup Irina d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses, donc je suis contente. Et puis, de notre côté, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci.